bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le nouveau live de la XL Radio. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur la prévention et la santé en compagnie de beaucoup d'acteurs dans ce domaine. Donc ce que je vous propose pour ça, c'est qu'on fasse tout d'abord un tour de table, si ça vous va. Plaisir. Qui veut commencer à se présenter? Ok, j'y vais. Je suis super contente d'être là. Merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Mathilde et je suis la fondatrice de Smoon. On est une marque de vêtements et sous-vêtements menstruels que j'ai lancée en 2019 et donc on va voir un petit peu plus tard. Ok. Bonsoir, merci pour l'invitation. Moi je suis Julien Béda, je suis psychologue clinicien. Donc dans un GRAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui dépend d'une association qui s'appelle Le Tremplin 17, qui est présente sur tout le département de la Charente-Maritime. Voilà. Nos bureaux, notre centre de soins dans le centre-ville, ici à La Rochelle. Alors moi je suis Alex Lejeune, je suis l'infirmière et la conseillère conjugale et familiale de l'école d'Exceliaco à La Rochelle. Voilà, je reçois les étudiants, je mène des actions de prévention à l'école et d'information. Moi aussi, ravie. Du coup, Laure Jacquet, je suis chargée de prévention à la ville de La Rochelle. Je travaille plus particulièrement auprès du public jeune et notamment du dispositif Veille sur tes amis. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu ensemble après. Ok, super. Merci beaucoup de vous être présenté. Donc on remercie encore une fois le village Basséa de nous héberger. Donc le village Basséa, accélérateur de structures de start-up qui sont présents partout en France. Je vous propose, pour commencer, on va faire un petit jeu. Ça va être un jeu des sondages. Je vais vous poser une question et vous allez me noter, donc j'ai des petites feuilles là, vous allez me noter le pourcentage qui vous semble le plus adéquat par rapport à la proposition que je vais vous faire. Ok. Voilà. Donc je vous donne à chacun un stylo, la couleur que vous voulez. Et vous pouvez prendre autant de feuilles que vous voulez. On l'écrit en gros? Oui. Ah, c'est une feuille par réponse? Non, on peut mettre toutes les réponses sur une Ok. feuille. Ouais, non, c'est pas zéro déchet. Je sais pas. Ah, c'est des feuilles de brouillon, donc normalement ça devait être à la poubelle. Vous êtes prêts? On est prêt. Alors, première question. Quel pourcentage de personnes pensent que la pénétration est la définition du rapport sexuel? Il n'y a pas trois options? Il n'y a pas de Ok. proposition. Si vous avez besoin, je peux Non, le donner. Non, ok. Sachant que c'est tout âge confondu. Population générale. Ouais, il n'y a pas d'âge particulier. C'est pas une génération particulière. Alors on va tricher un peu ou pas? Non, Ça veut dire quoi, tricher? sur nos voisins. Ah, On n'est pas... Et bien c'est loin. On n'est pas Eh si loin. ouais. alors du coup on a 45%, 60, 65 Et moi j'ai mis et 70. 70. Alors, vous êtes quand même assez loin, parce que la question du coup c'était la pénétration et la définition même, et en fait il y a quand même que 26%. Voilà. Ah oui. Et par contre, en fait on peut séparer en deux définitions. Et il y en a qui disent que le rapport c'est vraiment la pénétration, et là c'est 26%. Mais par contre pour 72% des personnes, en fait ça peut être autre chose. Mais par contre ils se voient pas ne pas en faire. Mais c'est Ok. pas la définition au global, voilà. Donc Bon, c'est plutôt intéressant. Bah, C'est-à-dire c'est qu'il y a plutôt des rassurant. sexualités. C'est ça, ce qui est plutôt positif en fait. Moi je Ouais. trouve... ouais, ça veut dire qu'il y a des personnes qui associent pas forcément la pénétration. Mm. Mais ce Ah, qui ça est- se réduit pas à la pénétration. Là, Voilà, pour c'est ça. sexueuse, donc c'est 26%. Des bonnes C'est nouvelles. plutôt Ouais, rassurant. bonne Mm. On va mettre un cœur. Bon alors, deuxième question. En pourcentage, combien de personnes n'ont pas eu de rapport sexuel durant l'année écoulée? Sachant que c'était l'année 2021, et pas 2022. Toute population. Toute population confondue. 2021, donc on était encore en confinement? Non. Oui. Oh, il Non, y on était a quoi eu un confinement, Non, mais c'était non, pas surtout eu. des... Ils n'ont pas eu du tout. D'accord. Si, Non, si, ils avec n'ont le pas eu du confinement, Et du coup, mais sur il y la avait pourcentage, des, C'est un- ouais. sur facteur les gens important. qui ont, entre guillemets, l'âge, enfin tu vois... Non, c'est sur le nombre de personnes en fait qui n'en ont pas eu. Oui, mais justement. c'est... Ah, par rapport aux Oui, catégories tu vois, d'âge. on compte pas par exemple les enfants, tu vois. Oui, non, oui, non. à partir de 18 ans. C'est ça, c'est les ouais, gars. ouais. Oui, donc c'est... Combien de pourcents? Pourcentage de ceux qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Hein. Oui. Ok. Et non, en fait, je me reprends. Hmm. Entre 18 et 25 ans. Ah, 18 et 25 ans. c'est pas- Ça change. J'étais pas dans la question. Ah bah, peut-être que si. Qui Hein. n'ont pas eu... En 2021.
Non. 60, 40, J'ai mis 40 aussi. 40 et 30. 30. La bonne réponse, c'est 44. Bien joué. Voilà. Donc, vous étiez C'est assez bon. proche du résultat. Bien joué. C'est Voilà. beaucoup. Forte, Maryse. Ce qui est peu. Ce qui est, Assez peu. Ce qui est extrêmement relativement peu. peu quand même. Bah, à cet 40%, âge-là, c'est un âge où on est sexuellement actif. Mm. Voilà. Après, les chiffres, c'est les chiffres. Après, c'est pas non plus forcément la quantité qui compte. Oui. Ça peut être aussi la qualité. Là, Mais l'idée, là, c'est qu'ils ont eu aucun rapport. aucun. Voilà, là, Donc, c'est vraiment pas zéro. de qualité. c'est- Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. Ah, là, pour le coup, il y a vraiment rien du tout. C'est énorme quand même. C'est beaucoup, ouais. 18-25 ans. Ouais, c'est beaucoup. Franchement, Voilà. Après, on peut se demander à cause de quoi. Ah, le contexte, ouais. Le confinement, que- peut-être. Ouais. Sûrement. Troisième question. Quelle est la part de décès des personnes entre 20 et 39 ans qui sont décédées à cause de l'alcool? Donc 20-39 ans décédés à cause de l'alcool. Ouais, c'est une grande cause. Mais J'espère que- ah oui. Sachant qu'il y a beaucoup de causes liées à l'alcool. Oui. hein. Donc ça, Les on un accident accidents. de voiture par exemple, ça Mm. compte dans Ouais. l'alcool. C'est pas que si t'as une cirrhose quoi. Ouais, non. Le pourcentage Des 20-39 ans. 20-39. Oui, le pourcentage dans ceux qui sont décédés de manière générale. Oui. Ceux qui sont décédés. Ok. Ouais, Donc c'est une portion pourcentage des morts. sûrement importante. Ouais, je pense pas mal. 30, Mon petit papier. Je suis sur 40. 30, 40, Je me 75. souviens de 15, c'est énorme, mais je sais pas, je me dis que c'est une des premières causes Et moi, de 40, décès, et mais moi, je 40 peut-être aussi. dit que c'est élevé. Bah, effectivement, donc ça reste un énorme taux. Et pour vous dire, en fait, dans là, on est à 25% uniquement lié à la santé. Donc 25% uniquement cancer, maladie digestive, maladie cardiovasculaire. Ok. On est que à 25%. Ouais. Et après, bah, forcément, avec les accidents, on monte à très très haut. Et malheureusement, je n'ai pas sur mon papier. Enfin, non, non, quelle déception. Voilà. Et c'est une des premières causes de mortalité Oui, malheureusement. chez les jeunes. Ah, si on rajoute, ouais, je pense que Ouais. c'est énorme. Bah, si Sur les accidents au de la niveau de la route, santé, on est déjà à 25% Mm. avec la route, Mm. avec tous les accidents qu'on connaît. Non, ça veut dire qu'on peut mourir de l'alcool avant 39 ans. À cause de cirrhose, ouais, de maladie, C'est ouais. énorme aussi. Pas Mm. besoin Ouais. d'être très âgé pour souffrir mourir des dommages liés à l'usage de l'alcool. Oui, effectivement. On va passer à la quatrième question. Quel est le pourcentage de personnes mineures ayant déjà expérimenté l'alcool avant leur majorité? Donc oui, mineures. Oula. En France. Parce que dans le monde, Avant la majorité. Ouais, C'est énorme, c'est énorme. énorme. ouais. C'est énorme. J'essaye de tricher. Euh, 80, J'ai mis pareil 80. 70, 80. Consensus. ouais, 90. 90%, ouais. On est à 85,7%. Wow. Des ados de 17 ans. Mm. Donc entre 17 et 18 ans. Et 5% qui disent pas la vérité, donc on est bien sur 90%. Largement, hein. On est, beaucoup de mineurs ont déjà expérimenté l'alcool avant la majorité. En Mm. France en tout Ouais. cas. C'est beaucoup. Ah oui, dans nos traditions, nos cultures, l'usage de l'alcool, dans Ouais. les événements familiaux, enfin je veux dire c'est énorme, c'est pas, il suffit de savoir, de se questionner sur nos familles à nous, voilà, au moment de Noël, on a 16 ans, tiens, on boit un petit verre, après ça dépend de chaque famille, mais ouais, je suis pas étonné. C'est vrai. Cinquième question. Quelle est l'IST la plus fréquente? Alors c'est vrai qu'on voit que ma connaissance des IST est... Moi, je suis plus allée sur les pourcentages. Ah, il y a un pourcentage après à deviner. À combien de pourcents il est fréquent? Honnêtement, je... Il y a des personnes favorisées parmi nous. Ouais, Je dois avoir mieux plus d'informations. il y a des spécialistes là. Ouais. Donc on est chlamydia, HPV. J'ai HPV. mis chlamydia en deuxième parce que je pense que c'est en deuxième. Moi je suis peut-être complètement à côté de la blague, j'ai mis papillomavirus, Mais c'est ça. Et c'est bah, pareil. c'est- Ah, HPV, ok, ouais, on c'est ça, engage, c'est le HPV. Parce qu'en fait, le HPV, c'est 80% des personnes qui l'ont rencontré dans leur vie. Parce qu'on n'est pas forcément atteint avec le HPV, mais par contre, on est presque sûr en fait, de le rencontrer. Et on sait C'est pas énormément combien. de monde qui rencontre le HPV dans sa vie Absolument. en fait. Ah ouais.
Je sais pas si vous voulez dire. Non, par après, rapport à ça. pour beaucoup de personnes, on peut dire quoi, il régresse ou il disparaît. Il disparaît. Mais ça se traduit en quoi? C'est quoi les conséquences? Bah, il peut y avoir des conséquences, ça peut un peu mal tourner sur les cancers du col, les cancers de la gorge, les cancers de l'anus. D'accord. Globalement, c'est ça la grosse problématique du HPV. La stérilité aussi, non? Non, Donc ça se transmet beaucoup en rapport bucco, ça se transmet, génital. oui. Ouais, ouais. Et il y a un vaccin. Hein, il y a un vaccin qui est assez peu diffusé en France. Dans certains pays, c'est beaucoup plus diffusé. Et on le propose maintenant aux jeunes filles et aux garçons. On le propose avec tout le monde actuellement, mais il y a une couverture vaccinale qui est assez faible. Alors le vaccin, il ne fonctionne pas sur tous les types de HPV, mais sur quand même un assez grand nombre de 90%. Donc 80%. On va voir le pourcentage. Voilà. Mais Ok. ouais. Juste pour finir par rapport à ça, c'est important de le dire, il va y avoir un dépistage de prévu à l'école le 28 février. Voilà, donc important de noter ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Donc on passe à la première interview de la soirée. Donc Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta marque de culottes menstruelles et voilà, tout ce qui peut te venir à l'esprit. Avec grand plaisir, j'adore parler règles et culottes de règles. Eh ben parfait, on va parler de ça. Donc, comme je te disais, j'ai créé la marque en 2019 et en fait, un point qui est hyper important à avoir en tête, c'est que 75% des femmes déclarent ne pas être satisfaites de leur protection hygiénique, donc c'est quand même une proportion énorme. Il y a plusieurs raisons. La première, elle est liée à la santé, où il y a eu beaucoup de controverses liées à la composition des protections chimiques et notamment au glyphosate qu'on a pu retrouver dans certaines marques de tampons. Et il y a également le problème du syndrome du choc toxique quand on laisse trop longtemps une protection interne. Donc ça, je pense que c'est important de le dire et je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles je pense que vous communiquez. Absolument. Sur ne pas laisser trop longtemps un tampon, par exemple. Le deuxième point, c'est l'environnement où une femme jette en moyenne entre 11 000 et 15 000 protections au cours de sa vie. Et aujourd'hui, tout le monde essaye de faire des efforts sur sa consommation et sur ses déchets. Et c'est aussi un aspect sur lequel on souhaite faire mieux, mais sans faire de compromis, parce que c'est déjà suffisamment relou d'avoir ces règles, donc on ne veut pas non plus faire de compromis. Et le dernier point, c'est un point dont on parle moins, mais c'est aussi le confort et le bien-être. Et aujourd'hui, en fait, ce qui remonte, c'est qu'une serviette, elle est soit trop haute, soit trop basse, elle colle. Une cup, il faut avoir fait bac+10 pour trouver le bon pliage. L'idée, c'était d'apporter une solution qui soit sans compromis aux femmes, donc qui soit facile. Donc la culotte, c'est là-bas qu'il faut montrer, c'est ça. Donc c'est une culotte classique qu'on enfile. Et c'est une protection qui est sans compromis, qui est sans produits chimiques nocifs. Donc il faut savoir que toutes nos matières viennent de France et d'Italie et sont normées Ecotex. La culotte est lavable, donc zéro déchet, mais surtout hyper performant et confortable. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer comment ça marche rapidement? Je peux? Ok, nickel. Donc en fait, on a ici une zone technique que je peux montrer comme ceci, avec une première matière qui va venir, c'est pas un fond classique en coton, c'est une matière technique qui va venir drainer les fluides. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de sensation d'humidité. Dès que le sang va être en contact avec cette matière va prendre les fluides et les transporter dans la seconde matière qui est absorbante et antibactérienne pour éviter les odeurs. Et enfin, on a une fine membrane qui est imperméable pour éviter les fuites, mais qui est aussi respirante. L'idée, c'est qu'il y a une grande partie du sang où c'est de l'eau, et c'est avec la chaleur du corps, l'eau va venir s'évaporer et va pouvoir passer à travers cette membrane. Donc il ne va pas avoir d'effet de macération qu'on peut avoir par exemple avec une serviette hygiénique. Et en termes d'entretien, comme je te dis, c'est hyper facile. On enfile sa culotte, on passe sa journée, donc on a différents types de flux pour s'adapter selon les femmes. Et à la fin de la journée, on la rince pour enlever le sang et ensuite on la passe à la machine si on a une machine prévue. Sinon, on peut aussi juste la laver à la main pour la remettre le lendemain et la laver en fin de cycle. Ok. Donc voilà un peu sur les grandes lignes sur les culottes menstruelles.
Ok, d'accord. Bah, du coup, merci beaucoup. Donc, comme tu as dit, il y a plusieurs flux, donc j'imagine il y a plusieurs modèles, c'est ça? Exactement. Selon les flux? On a on a du flux léger, donc parce qu'il y a des personnes qui utilisent, par exemple, qui peuvent l'utiliser aussi au cours du cycle quand elles ont des pertes abondantes ou des petites fuites urinaires, mais donc ça, elles ont besoin juste d'une absorption légère. On a le flux moyen et le flux abondant, et on vient de lancer notre culotte abondante plus pour celles qui ont vraiment des flux hémorragiques et qui est équivalente à 6 tampons. Ok. Donc c'est vraiment, ça nous permet vraiment Mm. d'apporter une solution à chacune. Ok, effectivement, merci. Moi, j'aurais une question. Donc, comme tu dis, ça reste quand même donc, environnemental, ça aide à la planète. Et aussi, est-ce que d'un point de vue économique, ça joue ou pas? Oui, alors clairement aujourd'hui, bah, ce qui est super, c'est qu'on en parle de plus en plus et il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour, notamment pour les étudiantes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, acheter des tampons, ça a un coût et il y a eu beaucoup de témoignages de jeunes filles qui en fait ne pouvaient pas se payer de tampons ou de serviettes et qui se retrouvaient à mettre du papier toilette au fond de leur culotte, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui permettre ça. Donc c'est clairement un investissement, hein, la culotte, mais c'est rentabilisé très rapidement puisqu'elle dure entre 3 et 5 ans. Donc en fait c'est un investissement de base, mais derrière qui est rentabilisé dans l'année. Et ce qu'on a fait également nous pour les étudiantes, c'est qu'on a mis en place un site spécifique où les prix sont divisés par 2 par rapport au site pour justement permettre aux étudiantes d'accéder, on se rapproche c'est quasiment un prix coûtant pour leur permettre de s'équiper. Et il y a aussi de plus en plus d'initiatives qui sont prises, de budgets qui sont alloués dans les établissements scolaires, notamment dans les Crous avec les distributeurs aussi de tampons et de serviettes. Donc il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience de ce coût pour les étudiantes et pour les femmes en général, mais avec un focus spécifique sur les étudiantes, pour leur permettre d'avoir des solutions et pas de mettre du papier toilette ou d'autres choses au fond de leur culotte. Ouais, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup quand on est étudiant, étudiante en l'occurrence. Ouais, c'est juste pas concevable. Ou des personnes qui vont pas du coup en cours parce que elles n'ont pas de solution, donc elles restent chez elles pour pas risquer d'être tachées au cours de la journée. Et ce qui est fou, c'est de se dire que ça arrive même dans des pays comme la France où on Exactement. se dit qu'on est un pays quand même plutôt évolué et plutôt riche. Et au final, ça se passe aussi chez nous. Ouais. Non, c'est important d'en parler, je pense. Et il y a pas mal d'assauts aussi. Donc, il y a aujourd'hui des subventions et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et il y a aussi des associations qui viennent renforcer ces dispositifs, comme par exemple Règles élémentaires. Ils ont été aussi, alors je sais pas si c'est les premiers, en tout cas une des premières associations à mettre des bacs pour faire des récoltes, enfin pas des récoltes, des collectes de protection, où chacun peut aller déposer une boîte de tampons, une boîte de serviettes, des culottes, nous on leur fait des dons. Donc les choses bougent. Ok. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non mais c'est chouette, faut le dire. Il y a beaucoup de choses, il y a encore des choses à faire évoluer, mais je trouve que depuis déjà 2019, on en parle beaucoup plus et il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place. Et au niveau de l'État et au niveau des associations à différentes échelles. Okay. Donc la victoire est pas, la bataille n'est pas gagnée, on va dire, contre la précarité menstruelle, mais en tout cas, les choses bougent. Ok, mais c'est super intéressant de voir que tout ça bouge. Pendant nos recherches qu'on a fait sur Smoon, on a pu voir que Smoon était quand même une marque qui était vachement engagée, qui était engagée sur beaucoup de choses. On a même vu sur Instagram qu'il y avait des informations sur le cancer du sein, sur les pertes blanches, que c'était. D'où est venue cette volonté d'être aussi engagée et comment tu fais et comment vous faites dans l'équipe de Smoon pour partager justement on va dire cette éducation-là et aussi peut-être en collaboration avec d'autres associations ou... Ouais, en fait, pour moi, c'était essentiel dès le lancement en fait, c'était important. Le projet, il est vraiment autour des femmes. Et c'est vrai, les femmes sont au cœur de tout nos développements, de tout ce qu'on fait. Et c'était de se dire aussi que la croissance de Smoon puisse s'accompagner d'actions concrètes pour les femmes. Donc, on est partenaire de la Maison des Femmes. Qui est donc de Saint-Denis, qui est une maison qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences, que ce soit physiques ou de violences aussi psychologiques. Et donc on a 1% de notre chiffre d'affaires
mais depuis le début, donc même quand on faisait pas de bénéfices. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir cet engagement et de concrètement, alors à notre échelle, hein, c'est pas nous qui apportons le gros de leur budget, mais ça donne aussi un sens à tout ce qu'on fait et se dire que chaque culotte vendue nous permet de faire un chèque de plus en plus gros à cette association. C'est hyper chouette. Et cette année, là, en 2022, on a fait des dons de culottes non seulement à la Maison des Femmes de Saint-Denis, mais maintenant elles ont un collectif qui s'appelle Restart. Et on a pu faire des dons à toutes les maisons des femmes. Donc il y a 12 ou 13 maisons, 12 maisons je crois. Et c'est ça aussi qui nous booste au quotidien. C'est d'avoir, bien sûr, on développe l'entreprise, on développe le chiffre, mais également que ça s'accompagne d'actions pour les femmes. Ok. Et du coup, vous pouvez aller, vous, dans les usines aussi, vous y allez concrètement, vous êtes déjà allé à la maison à la maison des femmes, mais bien ouais. sûr. Ouais, on y va. On a également on a organisé un événement avec des influenceuses aussi pour mettre en lumière l'action qui est. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Donc oui, on va voir concrètement cette maison qui grandit et qui évolue. Donc c'est des super initiatives. Et on est également partenaire de Règles élémentaires dont je te parlais, à qui on offre des culottes. Ok, super. Merci beaucoup. Là, je vois aussi sur la table, tu as un maillot de bain, c'est ça? Tu as innové un maillot de bain? Oui, en fait, on est toujours à l'écoute de nos clientes et de ce qui se passe. Et il y a une grande partie aujourd'hui des femmes qui n'osent pas faire de sport quand elles ont leurs règles parce qu'elles n'ont pas de sous-vêtements ou de vêtements adaptés. Donc on a décidé de lancer une gamme sport avec, on a un legging, un cycliste, un short et le maillot de bain qui était le produit qui nous était le plus demandé, notamment pour les jeunes filles qui pouvaient pas aller à la piscine quand elles avaient leurs règles et parfois on me dit mets un tampon, mais c'est pas si facile de mettre un tampon et tout le monde n'a pas envie de mettre un tampon. Donc l'idée c'était de pouvoir leur permettre encore une fois même si elles ont leurs règles, de pouvoir continuer à être libres de leurs mouvements et de continuer à vivre normalement et d'être sereine sur cette période-là. Donc on a le maillot de bain, il est en gamme adulte et également en gamme adolescente. Et c'est un vrai maillot de bain avec lequel on peut vraiment aller nager. C'est souvent la question qui nous est posée, mais je peux vraiment aller nager? Oui. Il est étanche et permet de contenir le sang. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est un problème qu'on peut avoir quand on est jeune, même quand on a nos règles très tôt, on peut pas se dire tiens, je vais mettre un tampon. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le tampon et c'est chouette de pouvoir apporter une alternative. Oui, j'imagine. Merci beaucoup, tu as répondu à toutes nos questions avec tous tes témoignages. Ça fait du bien de voir que il y a beaucoup d'innovations comme ça, mais ça fait du bien de voir qu'il y a une marque comme ça qui s'investit autant et qui propose beaucoup de choses, surtout encore une fois aux étudiants où c'est compliqué, comme on avait dit, l'accès aux protections hygiéniques peut être vraiment très très compliqué et on peut finir par avoir l'envie d'avoir juste un mouchoir, parce que juste c'est impossible et être contrainte de ne pas pouvoir sortir, etc. Donc, ou avoir des protections qui sont pas saines. Aussi. Tout le monde peut pas s'acheter les protections garanties sans produits chimiques, ça devrait pas être un critère. C'est très dommage d'ailleurs. Mais ça va, ça va évoluer. Je pense que maintenant ça a suffisamment fait de bruit pour que ça soit plus possible de mettre n'importe quoi dans les tampons et les serviettes, dans les protections. Oui, parce que justement on en parle de plus en plus et il y a plus de contrôle. Donc, Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions. Donc nous on a mis en place ce site, mais on peut peut-être faire des choses autrement, faire mieux. Donc on est toujours à l'écoute des bonnes idées, des suggestions sur les produits, sur la manière de les adresser aux étudiants. Donc n'hésitez pas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter un mot par rapport à ce sujet-là. Moi je veux bien. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement au niveau de la ville de La Rochelle et notamment même lors de nos maraudes de l'équipe de prévention. C'est vrai que précarité menstruelle, c'est le sujet du moment, des dernières années. Et du coup, en travaillant un petit peu avec la santé universitaire,
j'ai su qu'ils avaient développé des projets et même une association étudiante qui a un projet qui s'appelle Primrose et qui donnait accès, ouais, voilà, je te donne des petits tuyaux, qui donnait accès du coup à des serviettes, des tampons gratuitement lors d'événements sur le campus universitaire. Alors souvent en lien quand même avec la santé universitaire, donc c'est vraiment un projet qui est coporté. Mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher de cet asso. Ouais, je vais les contacter. Et ici, pour la petite période, parce que nous, on travaille avec des mairies aussi, qui font des distributions de culottes. Donc, on a des tarifs spécifiques, parce que justement, c'est pas sur ces projets-là que nous, on marge. Donc, n'hésite pas à me contacter si vous avez un projet, un budget alloué à ce type de projet. Alors, les budgets, c'est toujours un peu difficile, mais en tout cas, des projets et des idées, il y en a. Après, ça se construit. Moi, je vois bien qu'en ce moment, au niveau des équipements sanitaires de la ville de La Rochelle, il y a tout type de profil de personnes, de public qui vient. Et on essaye de mettre à disposition, sous forme de dons, des tampons ou des serviettes. Donc ça peut être aussi, à d'autres moments, un autre projet qui prendra un peu plus d'ampleur. Mais en tout cas, n'hésite pas. On reste en contact. N'hésite pas. Je sais qu'il y a pas mal d'argent qui se débloque en ce moment sur ces projets-là. Ouais, au niveau du ministère. On a pas mal de demandes et on est ravis de pouvoir accompagner ces projets-là. Donc, c'est qui ont beaucoup de sens pour nous. Donc, donc n'hésite pas. À l'école, il y a eu cette année une distribution de culottes. C'était l'université, les infirmières du service de santé universitaire. Ah, c'est super. Et ça a super bien marché. Les étudiantes étaient très demandeuses et il y a eu un très bon accueil. Le stock est parti assez rapidement. Ouais. Et je ne sais pas si c'était les tiennes. C'était pas moi. C'était pas moi, mais maintenant je suis là. Mais la prochaine fois. Maintenant je suis là, donc la prochaine fois, si c'est pas Swoon. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est des super initiatives et j'en ai entendu parler. Et c'était pas nous, mais en fait, bien sûr que je préférais que ça soit nous. Mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est juste. En fait, ce qui compte, c'est que les étudiantes aient eu leur culotte. Exactement. Et c'est c'est génial. Donc c'est une super initiative. Bravo. Il y avait une serviette en tissu aussi avec. Ça, on fait pas encore. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce premier sujet et cette première interview. Nous, on se retrouve dans 2-3 minutes, le temps d'une courte vidéo que vous verrez. Et on remercie Mathilde, du coup, d'être passée sur le live de XR Radio. Et j'étais ravie d'être là. Voilà, nous aussi, on était très contents et je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur ce sujet. Voilà. Bon, merci beaucoup. À tout de suite. Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci », vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites « Eh, tu veux une tasse de thé ?» que la personne répond « Peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Et si la personne vous dit « Non merci », ne lui faites pas de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à en boire, ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok ? Elle peut dire « Oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part ». Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un peu agaçant, parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. Mais rien ne l'oblige à boire du thé. Elle voulait du thé, mais maintenant elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis, mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé, ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok. Peut-être la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé et elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe,
que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité, et c'est à nouveau la chose à retenir, ne lui faites pas boire le thé. Bien sûr, elle avait dit oui, mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité. Parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle à l'improviste pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge, tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe ? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé. Et bonjour, on est de nouveau sur le podcast, je vais dire, non, sur le live de la XR Radio. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un tour de table car nous avons de nouveaux invités parmi nous. Donc qui veut commencer ? Bon, allez, je me lance. Alors, Aude Moustrou, merci pour l'invitation. Moi, je suis le médecin du centre de santé sexuelle de La Rochelle. Alors, on était anciennement le centre de planification et d'éducation familiale, donc ça parle peut-être plus. Voilà, on est en train de changer de nom. Donc voilà, nous, on s'occupe de tout ce qui est contraception, sexualité, dépistage des IST, IVG, voilà, tous ces thèmes-là, on peut venir en parler chez nous. Ok, super. Bonjour, et moi du coup je m'appelle Jonas, je fais partie avec Laure du dispositif Veille sur tes amis qui consiste à aller à la rencontre des étudiants majoritairement dans l'espace public pour discuter de toutes les thématiques qui tournent autour des soirées et de la fête. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer directement par parler de Tremplin 17 et de donc, La Rochelle, la ville de La Rochelle et le dispositif Veille sur tes amis. Est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez rapidement parler de ce que vous faites, qui vous êtes, en quoi consistent vos associations, dispositifs ? Ok. J'y vais ? Oui, si tu veux. Allez, go. T'as l'air motivé. Bah oui, toujours motivé. Non, du coup, dispositif Veille sur tes amis. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2014. Voilà, la ville de La Rochelle, ça fait un moment qu'elle essaye de monter des projets, des actions autour de la consommation excessive d'alcool, parce qu'au début, c'était ça. Hein, il y a eu pas mal d'accidents, des problématiques liées à la consommation des jeunes et l'alcool. Du coup, il y a un dispositif qui est né depuis 2014 où l'idée, c'est, on va dire qu'il y a 3 grands axes. Premier axe où on a mis en place une équipe de prévention qui va vraiment à la rencontre du public jeune sur le terrain, donc c'est-à-dire dans les rues du centre-ville que vous connaissez bien. Hein, le Saint-Nicolas, Cours du Temple, les plages, les quais, etc. On les connaît bien, les petits spots pour faire la fête. Donc l'équipe de prévention va voir les jeunes, discute, et puis distribue, si besoin, du matériel de prévention. Voilà, j'ai amené quelques outils sur la table qu'on pourra peut-être montrer tout à l'heure. Ensuite, on a un axe où on forme, sensibilise les associations étudiantes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, tu es une asso étudiante, tu organises des soirées. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ta soirée se passe au mieux ? On sait bien le zéro risque n'existe pas, mais en tout cas, se dire que en tant qu'organisateur, tu prends en compte tout ce qui peut se dérouler lors d'une soirée. Donc on peut accompagner les messages, on peut participer à la communication, pareil, des messages de prévention, et puis donner aussi des petites infos utiles et pratiques
aux assos. Et puis on a un troisième axe où vraiment là on utilise, on va dire, la communication grand public. C'est-à-dire ce type de visuel, je ne sais pas si on va voir vraiment à la caméra, je fais un regard caméra du coup. Voilà, une nouvelle campagne qui s'appelle Le sens de la fête, où l'idée c'est que il y a 3 messages qui se déclinent. La fête, le sens de la fête, c'est savoir dire non, plutôt autour du consentement. Le deuxième, c'est être bien entouré. Et le troisième, c'est connaître ses limites. Voilà, 3 grands messages qui nous accompagnent tout le long de nos actions, sur l'espace public et les actions collectives aussi qu'on mène avec les assos, avec des partenaires comme Tremplin 17. Je vous donne la parole. Quelle transition. Ah là là. Professionnel. Donc merci. Donc le Tremplin 17, c'est une association, comme son nom l'indique, 17, qui est présente sur tout le département de la Charente-Maritime. Alors on ne fait pas que de la dictologie, on compte une centaine de salariés dans notre association. On a un pôle social qui est d'ailleurs plus représenté dans le sud du département. Et puis on fait donc de la dictologie, c'est le pôle médico-social. Donc la dictologie, l'addiction, c'est l'idée d'un trouble de l'usage à des objets de gratification. Alors c'est un peu pompeux comme ça, mais voilà, c'est l'idée d'avoir des difficultés via l'usage de produits psychotropes, principalement, que ce soit légal ou des produits légaux ou des produits illégaux. Et on fait aussi toutes les addictions comportementales. Donc je pense par exemple à l'addiction comportementale, les jeux d'argent et de hasard, tout ce qui est lié à la sexualité. Il y a voilà, tout ce qui peut nous gratifier, en fait on peut devenir addict, tous les objets numériques également, on en voit de plus en plus avec la période de confinement qu'on a vécu dernièrement, voilà, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le smartphone, donc voilà, toutes les problématiques addictives diverses et variées, et on a des centres de soins présents sur tout le département de la Charente-Maritime, dans toutes les grandes villes, La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes. Donc en fait on accueille, l'idée c'est d'accueillir tout le monde, on est ouvert à tous, on est gratuit, ça c'est important de le savoir, on est évidemment confidentiel, les gens qui viennent nous rencontrer, ils ont la garantie de la confidentialité de ce qu'ils viennent dire. Ça c'est essentiel parce qu'on n'est pas forcément très connu. Moi je me rends compte quand je vais à la rencontre des publics qui connaissent pas forcément nos structures, alors que de fait c'est ouvert vraiment à tout le monde et qu'il y a évidemment la gratuité et cette confidentialité. Notre mission principale c'est le soin des gens qui souffrent de cette fameuse maladie qui est l'addiction, qui est une maladie chronique, invalidante, qui est évidemment très douloureuse, qui fait souffrir les gens, puis aussi leurs proches, leurs familles. Ça, c'est le cœur de l'activité, mais on fait aussi de la prévention. On va voilà, à la rencontre des publics dans les différents espaces sociaux. On va, voilà, par exemple avec nos partenaires de la mairie, voilà, on va à la rencontre des étudiants, des fêtards. Voilà, on peut tous venir évidemment dans nos centres de soins et il n'y a pas besoin d'être addict pour venir nous voir. On peut très bien venir parce qu'on a eu une expérience par rapport à un usage de produit qui a été déstabilisant, on a été anxieux, on a fait un bad trip comme on dit. Ça arrive que je rencontre des jeunes qui viennent, ou même des fois moins jeunes, et qui viennent parler de leur expérience qui a été très déstabilisante. On peut aussi venir parce qu'on a quelqu'un de notre entourage qui souffre, qui est en souffrance, qui consomme des produits, et on s'inquiète pour lui, donc on accueille aussi les personnes de l'entourage. Donc voilà, c'est pas réservé uniquement quand on a développé déjà la maladie, qu'on est déjà bien avancé dans les difficultés. On peut évidemment venir nous voir pour différents types de questions, de l'information, voilà, de la prévention, et puis voilà, on a un certain nombre d'outils aussi comme nos collègues de la mairie pour l'idée de aussi quand on choisit de consommer des drogues, qu'elles soient légales ou illégales, voilà, quand on décide soi-même de faire cet usage-là, l'idée c'est quand même de réduire au maximum les risques et les dommages occasionnés par cet usage. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut, voilà, où on informe les gens de comment faire pour justement ne pas développer des maladies, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Voilà en gros nos missions. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on travaille évidemment en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que, moi je suis psychologue, mais il y a des médecins, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. L'idée, voilà, c'est que l'addiction, ça nécessite quand même pour les accompagnements, les prises en charge d'individualiser beaucoup les choses, et de fait on peut avoir besoin de ces différents intervenants, différents corps de métier.
Ok, d'accord. Est-ce que c'est une question en fait un peu pour les deux, mais du coup qui auront forcément des réponses différentes. Donc dans votre cas, vous l'avez dit, plusieurs personnes, on va dire un grand échantillon de métiers possibles. Pour vous aussi, en soi, vous êtes plusieurs, mais est-ce que vous accompagnez les personnes seules ou à plusieurs, ou ça peut dépendre du cas peut-être? Bah, ouais, pour nous, l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le process en gros, quand il y a quelqu'un qui prend contact avec nous, on va le rencontrer, on va écouter un peu les difficultés qu'elle rencontre, cette personne, et de fait on évalue un peu la nature de la demande, les difficultés rencontrées, et à partir de là on se réunit en équipe dans l'après-coup de cette consultation d'évaluation, et puis on décide un peu en pluridisciplinaire ce qui serait le plus adapté en termes de projet de soins pour le ou la patiente qui vient nous rencontrer. Et puis on lui fait un retour, la personne qui l'a accueilli lui fait un retour, elle lui dit voilà, compte tenu des difficultés que vous avez évoquées, de ce que vous vivez, bah nous on a le sentiment que voilà, ce qui serait peut-être le mieux c'est de rencontrer un médecin, mais ça peut être un médecin et un psy, ça peut être un médecin, un psy, une infirmière, bah voilà, c'est très individualisé. Voilà, selon les difficultés, les dommages qu'on a rencontrés par rapport à nos addictions, on peut très bien avoir dégradé sa vie sur le plan social, on peut s'être marginalisé, donc là potentiellement on a besoin d'un éducateur spécialisé. On peut aussi avoir rencontré des difficultés sur le plan physiologique qui nécessitent potentiellement de voir un médecin. Il y a aussi un certain nombre de médicaments qui permettent, dans certains cas de problématiques addictives, d'être aidé. Puis des fois ça nécessite de rencontrer un psychologue. Voilà, l'addiction, c'est pas une seule forme de difficulté et une seule forme de solution. Donc l'idée, c'est bien de personnaliser vraiment la réponse et l'accompagnement. Voilà. D'accord. Alors pour nous, c'est un peu différent. Hein. Ouais, nous, c'est très différent. Ah ouais. Tu veux expliquer un petit peu ce qu'on fait? Nous, parce que nous, on fait plus ce qu'on appelle de l'albert, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vers les gens en n'ayant aucune idée de savoir si la personne a potentiellement ou pas une quelconque problématique, que ce soit sur l'addiction ou sur n'importe quoi d'autre. Et nous, le but, c'est de lancer le sujet de la fête, que ce soit les consommations de produits, alcool, drogue, que ce soit la santé sexuelle, ça peut être effectivement aussi la précarité menstruelle dont on parlait tout à l'heure, ça peut être les violences sexistes et sexuelles, ça peut être la vie affective, tout ce qui va tourner autour des soirées. On lance les sujets et en fonction des groupes, on va avoir des discussions différentes. Et en fonction des groupes, on peut avoir une discussion avec le groupe entier, avec un dialogue qui se crée globalement, ou individuellement des personnes qui se mettent un peu plus à l'écart et qui vont lancer un sujet plus spécifique parce que ça les concerne plus, ça les concerne eux, ou parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'intimité et se mettre à l'écart du groupe. C'est complètement différent. Nous, on est plus une espèce de porte d'entrée vers une série d'autres maillons de toute une chaîne d'associations, d'organisations, de structures différentes qui vont pouvoir aider et véritablement plus accompagner les personnes dans leurs problématiques, leurs questionnements, que vraiment nous faire un accompagnement. Ouais. Nous, on est plutôt poser des questions, aider les personnes à se poser des questions eux-mêmes et à partir de là, commencer à dérouler le fil. Okay. Ce qu'on dit d'ailleurs souvent, et c'est ce que tu mentionnes à un moment donné sur les consommations de produits, c'est que c'est pas forcément dramatique. La pratique qu'on va avoir, quelle qu'elle soit, la manière dont on va faire la fête, n'est pas forcément grave, va pas forcément entraîner des risques énormes, mais par contre, c'est jamais anodin non plus. Et le but, c'est d'arriver à lancer ce truc-là, ce questionnement-là, de se dire, bon, effectivement, c'est pas anodin, qu'est-ce que moi je considère être un risque? Parce qu'on parle de prévention, et toi, tu as évoqué le terme réduction des risques, c'est vachement ça, c'est identifier quels sont les potentiels risques et comment tu veux te positionner par rapport à ça. Okay. Et donc, chacun évalue les choses différemment, chaque groupe va avoir une approche différente, chaque groupe, chaque personne va va entraîner une discussion, une réalité différente pour nous. C'est ça, et puis d'où l'importance d'être 3 intervenants dans notre équipe. Du coup, ça permet ça, du coup, cet espace de parole différencié. Voilà. Si quelqu'un veut avoir un peu plus d'intimité, c'est possible avec un intervenant. Voilà. On est plutôt experts, finalement, des structures qui existent sur le territoire et vers qui on peut réorienter.
Voilà, on n'est pas expert addicto, on n'est pas expert santé sexuelle, on le sait et on n'a pas vraiment envie d'avoir cette casquette, mais on sait vers qui est orienté. Et je pense que voilà, c'est ça le premier maillon, comme on se dit. Premier maillon de la Le but, chaîne. c'est d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la parole. Ok. Sur un moment. C'est souvent ce qu'il y a de plus important, c'est d'arriver à ce que les gens arrivent à sortir quelque chose pour eux-mêmes. Parce qu'encore une fois, nous on est là, on les rencontre sur la plage en train de faire un apéro, une soirée d'étudiants, ou à 2-3 potes sur un banc en train de boire une bière et de fumer une clope. Et potentiellement les gens on les reverra jamais, c'est pas avec nous qu'il va se passer quelque chose. Le but c'est que il y ait quelque chose, une graine qui soit plantée ou une étincelle qui soit allumée. Oui. Et qu'il y ait quelque chose qui se passe après avec ses amis, avec sa famille, avec les gens qui s'aiment et qui vont ensemble faire monter le truc, quoi. Ok. Mes métaphores se mélangent. C'est beaucoup de métaphores, oui. Trop de métaphores. Moi j'aurais une question, donc, du coup, pareil, il va y avoir 2 réponses différentes je pense, mais comment vous faites pour intéresser les étudiants à se porter à ces sujets-là, à ouvrir le dialogue, parce que, et aussi à semer la graine qui va après faire pousser une plante, pour faire en sorte que soit ils vont se remettre en question, soit ils vont oser venir vers vous et parler vers vous. Est-ce que vous mettez en place des choses concrètes et si la personne est devant vous, comment vous arrivez à la faire parler, on va dire? Pour le coup, nous l'idée, vraiment, c'est de plus, comme dans plein de structures aujourd'hui, mais c'est l'idée d'aller vers. C'est-à-dire qu'on essaie d'être présent, pas uniquement dans notre centre de soins, de rester dans nos bureaux, puis d'attendre que les personnes elles viennent d'elles-mêmes manifester une demande. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle on est présent dans le cadre de partenariats divers et variés. Par exemple, on va au casino, on a été à l'université, ça arrive qu'on a l'université en consultation avancée. On va aussi dans les espaces qu'on appelle accueil de jour, accueil de nuit, auprès des plus précaires. On va à la maison des adolescents et des jeunes adultes. On essaie de faire de la prévention en milieu scolaire. Donc on essaie d'être présent, d'être identifié en fait dans les différents espaces de notre société. Et puis on a, je pense là à CJC, c'est important puisqu'on parle d'un jeune public. Donc la CJC, c'est la consultation jeunes consommateurs, donc c'est vraiment un espace spécifique qui est proposé à destination des plus jeunes, je sais pas, 18-25 ans je crois. Je regarde ma collègue là-bas qui est derrière la caméra, qui est Peggy, qui est l'infirmière en fait qui est à cette consultation jeunes consommateurs. Donc l'idée c'est vraiment d'accueillir, faut être le plus souple possible quoi. Nous on essaie d'être le plus souple possible, d'accueillir les personnes comme elles sont, et puis si elles veulent venir en groupe, elles viennent en groupe. Si c'est plus simple pour elles de venir parler des difficultés qu'elles rencontrent en étant accompagnées d'un ami, d'une amie, de venir à plusieurs, il n'y a aucun souci. L'idée vraiment c'est, encore une fois, c'est d'être disponible, de sensibiliser les personnes sur les dommages occasionnés par l'usage de psychotropes par exemple, mais aussi, on parlait tout à l'heure de la question des objets numériques, des écrans. Voilà, on entendra parler de plus en plus dans les années qui vont arriver. Voilà, c'est aussi l'idée de sensibiliser à tout ça, de pas parce que je pense là à la question justement des objets numériques. C'est ce qui éloigne des autres en fait. Donc l'idée de créer du lien, de maintenir du lien, de pouvoir prendre la parole sur ce qu'on vit et de ne pas s'isoler, de ne pas se replier sur soi, c'est essentiel aujourd'hui. Donc des espaces comme vous nous proposez aujourd'hui, ça participe de ça. Et puis en plus quand on souffre justement et qu'on utilise des produits pour des fois moins souffrir, et puis chemin faisant on va peut-être développer des addictions, on s'éloigne des autres, on a honte, on se sent coupable quand on vit ce type de maladie, et c'est justement c'est ce qui nous éloigne des autres. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de créer du lien et d'être à proximité. D'accord. Et d'ailleurs Tremplin 17 est venu à l'école lors de notre forum santé. Ils sont venus, la ville aussi également, donc des acteurs de prévention qui comptent beaucoup pour l'école et qui sont des partenaires et qui ont pu... Et sur les étudiants, souvent, les consultations addicto, je pense qu'il y a une peur qui est « je ne veux pas arrêter ». Et je pense que c'est important de dire qu'une consultation addicto, c'est pas un sevrage. Ça va être à un moment un arrêt sur image de sa consommation
voilà où j'en suis, voilà les risques que je prends, voilà ce que je consomme, de façon à conscientiser quelque chose et ensuite décider ou pas d'entamer un travail pour éventuellement modifier sa consommation. Et je pense c'est essentiel. je pense que personne, souvent moi ce que je ressens chez les étudiants c'est ah non moi je vais pas arrêter. Non, mais personne va vous obliger à arrêter. C'est essentiel ce que tu dis. Ouais, l'idée, c'est que si on est frileux à venir nous voir parce qu'on va penser que l'intervenant il souhaite qu'on arrête les consommations, c'est pas du tout ça l'idée. Enfin, pour le coup, c'est pas totalement faux parce que dans les années précédentes, il y a quelques décennies, les années 80, peut-être 70, on était beaucoup sur la question de l'abstinence. On venait dans un centre de soins, puis le projet, l'idéal, c'était de ne plus du tout consommer. Non, c'est plus du tout ça aujourd'hui. On est beaucoup sur ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. L'idée, c'est d'accompagner les personnes là où elles veulent aller en prenant le moindre risque pour soi, donc de réduire au maximum les dommages. On n'est pas du tout dans le paradigme qui était le précédent, qui était l'idée de rien consommer. Puis de toute façon, les drogues, qu'elles soient légales ou illégales, de toujours, l'être humain, il a consommé des psychotropes, c'est comme ça, même avant les êtres humains. Les grands singes, ils prenaient les fruits trop mûrs dans les arbres pour avoir les effets psychoactifs du fruit. Donc voilà, on ne changera pas ça. Et je veux dire, on enfonce des portes ouvertes. Tout le monde, enfin la plupart des sujets adultes, par exemple, consomment de l'alcool. C'est quelque chose qui est surtout en France où on est producteur de vin, de champagne. On sort des fêtes, on a tous potentiellement consommé un peu d'alcool. Et c'est pas parce que c'est légal que c'est moins dangereux en plus, c'est pas ça qui définit la légalité, enfin la dangerosité, c'est pas le législateur, il regarde pas tiens c'est pas dangereux donc je légalise, c'est pas ça la question, c'est plutôt lié à nos cultures, à nos traditions, aux enjeux économiques aussi, donc voilà, il s'agit pas de hiérarchiser les drogues en fonction du fait qu'elles soient légales ou illégales, c'est pas ça la question. Et nous on reçoit évidemment dans nos centres de soins que la personne elle utilise un produit légal ou illégal, ça nous est égal, nous c'est pas notre parti, ils ont la garantie, les personnes, de la confidentialité, d'être accueillis, de ne pas être stigmatisés, de ne pas être jugés. Non, c'est essentiel. Ouais. Puis il y a deux choses, je pense qu'il y en a une que tu as mentionnée, c'est aussi de dire que quelqu'un qui consomme un produit, quel qu'il soit, avant que ça finisse par devenir une situation qui est problématique, ça a été une solution. Ouais. Et avant que le chemin arrive jusqu'à ce que ce soit problématique, la solution a fonctionné. Ouais, c'est souvent ça. Et l'autre aspect aussi qui est important, c'est de ne pas projeter non plus se faire de projection sur ce que c'est un alcoolique, ce que c'est une personne qui a des problèmes d'addiction de X ou Y produit. Le profil qu'on peut imaginer n'existe pas en fait. Quel qu'il soit, il n'y a aucun profil. Ça prend tous les visages. Ouais. Il suffit d'aller dans nos centres de soins d'addictos, ça brasse tous les publics en termes d'âge, hommes, femmes, tous les milieux socio-professionnels. Non, il y a tellement de... on est dans une société aussi qui produit beaucoup quand même aussi d'enjeux liés aux problématiques addictives, donc c'est pas quelque chose qui va s'éteindre, c'est plutôt l'inverse. Et de fait, ça touche tout le monde potentiellement, évidemment. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez aussi répondre... Ah, vous voulez dire... Non, c'est bon. Okay. Au niveau de l'équipe, c'est vrai qu'on est sur un autre rapport. On n'est pas un rapport aux soins déjà. Mais nous, on vient sur l'espace public le soir. On sait que le soir, déjà, c'est différent. Il y a une autre ambiance. Il y a une utilisation de l'espace qui est aussi différente. Les jeunes prennent l'espace, prennent les parcs, prennent les plages, prennent de la place. Consomment parfois, mais pas toujours. On a bien vu une évolution aussi des groupes qu'on a rencontrés. Il y a de plus en plus de groupes de jeunes qui ne consomment pas le soir. Zéro produit, donc quand on dit zéro produit, c'est pas d'alcool, pas de tabac et pas non plus d'autres produits comme le cannabis. Et nous, pour les faire parler, en fait, on les oblige pas tellement. Finalement, on est là avec notre posture la plus non jugeante possible et la bienveillance et un peu de sourire pour au moins que l'échange soit sympa. C'est une question vivant. d'attitude plutôt. Ouais, c'est une question d'attitude, de posture plutôt bienveillante quoi. Et s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe et on passe, on dit on se présente et on passe à un autre groupe. Nous, on n'a pas de... Puis comme souvent en fait pour les discussions, le simple fait en fait de poser le sujet sur la table, de montrer que le fil est là et commencer juste à le tirer un petit peu, en fait souvent il suffit de ça. Souvent il suffit de poser une question.
un peu spécifique et, et tout d'un coup il y a une réponse qui vient et la discussion s'ouvre où la question là n'aura pas pris mais par contre du coup ça fait penser à quelque chose d'autre, ça rebondit. Ouais, c'est ça, il faut lancer la conversation. Faut essayer. Après sur d'autres événements ou sur d'autres événements autres que ce qu'on appelle les maraudes, c'est-à-dire quand on est sur l'espace public et qu'on va à la rencontre des gens, il faut qu'on sorte des idées, des choses un peu plus classiques et qu'on se... Des idées Voilà, c'est d'animation. ça, il faut qu'on sorte des idées. On a imaginé, justement, quand on était avec Célia, on avait imaginé une espèce de confessionnal où les gens pouvaient raconter des bonnes ou des mauvaises anecdotes de soirée. Quand on est à la sirène, c'est un dispositif SAM, c'est complètement autre chose. Il faut avoir une autre attitude, proposer autre chose différemment. Quand on est au Crous, au restaurant universitaire ce midi, on a utilisé des phrases un peu choc, on offre des cocktails sans alcool, on essaye d'imaginer pour qu'il y ait de l'interaction et de l'échange tout simplement. Et on réagit en fonction des réactions qu'il y a en face, c'est-à-dire il faut être pareil que ce que tu disais, en fait il faut ouvrir des portes, être souple et puis voir les choses qui fonctionnent pas, il y a un truc qui fonctionne pas, bon tant pis, on s'est trompé, passe à autre chose, ça on le refait pas, un truc qui fonctionne, et on y va, on réessaye, jusqu'à ce que ça fonctionne plus, puis qu'on réessaye autre chose. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ces réponses qui étaient vraiment très riches et très intéressantes. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose qui vous semble important à dire, d'autre on n'a pas... Oui, nous recrutons pour l'équipe Veille sur tes amis 3 personnes. Donc si vous êtes motivés pour participer à cette mission, c'est tous les jeudis soirs, de mars à début juillet et en septembre-octobre. Mais sûrement il y aura la possibilité de laisser peut-être une affiche ou une information en fin de live. Voilà, il y a déjà des annonces à côté de mon bureau, à côté de mon infirmerie à l'école. Et ça va être diffusé, l'annonce va être diffusée à l'école. En tout cas, à l'université, c'est lancé. À Excelia, c'est lancé. À l'Exi aussi. Et puis aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre La Rochelle Jeunesse. Voilà, il y a des petits plans, des infos santé qui peuvent être diffusés sur ce réseau. Voilà. Un mot de la fin ou... Ouais, n'hésitez pas à parler de nous pour les auditeurs du XAPA du Tremplin 17. On est rue Franc-Lapère, c'est pas loin des urgences de l'hôpital, de l'autre côté de l'avenue, là, à côté d'Archipel Santé, la Croix-Rouge. On est un service, c'est pas l'usine à gaz du tout, et on accueille tout un chacun, soit au téléphone, soit vous venez en direct. N'hésitez pas à parler de nous, et puis aussi, s'il y a aussi des groupes, là je pense à vos auditeurs qui sont étudiants, donc on intervient à la demande aussi pour faire de la prévention, on peut co-construire un projet aussi, s'il y a des auditeurs, peu importe, qui appartiennent à une association diverses et variées, on peut co-construire un projet pour faire de la prévention, sensibiliser. L'idée c'est de créer le maximum de liens encore. Ok, merci beaucoup. Avant de passer à la dernière partie, on va faire encore un petit jeu. Vous avez l'air d'être content. Est-ce que vous connaissez le undercover ? Non ? Bon, on va vous expliquer les règles. Le undercover, c'est un jeu, donc on a... Il y a 4 mots, ils sont simples. Du coup, La Rochelle Jeunesse prend ensemble un mot. D'accord. Vous ferez une équipe. D'accord. Donc, vous avez 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, il va y avoir 2 mots. Il y a 3 personnes qui vont avoir le même mot, une personne qui va avoir un mot différent. Le but du jeu, c'est que la personne qui a le mot différent fasse en sorte de faire croire qu'elle a le même mot que tout le monde, sachant que vous ne savez pas si vous n'avez pas le même mot que tout le monde. Donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez voir si vous avez un mot différent ou pas. Par exemple, si quelqu'un va dire quelque chose, vous allez vous dire « non, c'est pas du tout mon mot ». Et le déroulement du jeu, c'est dire des mots liés à celui que vous avez écrit, sans dire celui que vous avez écrit. Par exemple, si vous avez tulipe, vous ne pouvez pas dire tulipe. Voilà. Okay. Vous pouvez dire fleur, vous pouvez dire rose, vous pouvez dire tige, Hollande, voilà. Et donc, on va faire ça en 2 manches. Donc, chacun va avoir une carte, donc sauf
Mais Donc, sur tes amis. Oh non. C'est celui qui a pas le mot comme les autres qui doit dire ouais, c'est moi qui ai pas le. Non, justement, Non, en pardon. fait, Rien du tout. on va recommencer. Le but, c'est de faire croire qu'on a le même mot que tout le monde. Ah, ok. Sachant Pas que vu se faire on sait pas démasquer en encore- fait. Ouais. D'accord. On ne sait pas encore C'est qui ça. a le mot Ouais. différent. Vous allez avoir un mot et en Ouais. fait, vous allez votre but, c'est de faire en sorte de croire que Ouais. vous avez le même mot Donc, que il tout faut le monde en qu'on fait. devine On va vite savoir. Ouais. Qui a C'est ça. le mot différent. D'accord. Donc, Qui ce qu'on est va faire, c'est qu'on va faire 2 tours. C'est concis, Chacun ça. va dire un mot, puis encore une fois. Et après, on va voir si on peut voter pour quelqu'un qui. Ok. Voilà. On va comprendre. C'est bon? On va y aller. Undercover. Yeah. Hop, voilà. Et votre carte. Allez. Ah oui, d'accord. Hop. Donc, on commence. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Non? Moi, je veux bien commencer. Ah, oui. Bon, bah. Règle. J'en dis qu'un mot. Hein. Oui. Ok. Ah non. Soutien-gorge. On dirait pyramide un peu. En 5. En 3 briques. Sans. Pro- SANG. Sans S. Protection. Quelqu'un me se rappelle déjà plus du mot. Waouh. C'est ton mot Hein? C'est ton mot Non, c'est pas mon mot, c'est pas mon mot. Slip. Ça, c'est ton mot par contre. Là, c'est mon mot. Voilà. Donc, c'est ton mot. Pas adéquat, je pense. mais c'est mon mot quand même. À moi. Cheval. Cheval. Je suis désolée. Non, on dit pas cheval. Je sens Je que vais tu es dire. mystérieux. Je peux être devant. Je vais dire femme. C'est pareil. Ouais, c'est un peu pareil, hein. Je suis désolée. Interne. 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 Et le dernier mot. Ah, c'est le dernier mot là Avant le premier vote. D'accord. Je sens qu'on n'a pas beaucoup joué à Undercover, nous, je pense. Je vais dire. Ouais, c'est pas facile quand on passe en dernier. Cycle. Alors, est-ce que vous avez une idée de la personne qui n'a pas le même mot que vous et que vous soupçonnez être l'imposteur? Écoute du cheval, on a un autre. Moi, je crois pas. Je crois que c'est eux. Ouais. Ah ouais? Ah non, Ouais. moi je pense pas que ce soit eux. Non. Faut voter là? Oui, il faut voter pour quelqu'un. Ah bah, on fait quoi? On le désigne du doigt? Oui. Donc c'est un mot qui est vraiment dans un univers très différent des autres, quoi. Le mot. Enfin, les deux mots Parce que- sont quand même proches, assez proches. Ouais. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Un minimum proche. Ah oui, alors Ah ça, ouais, se donc- trouve, ça se trouve, ils ont l'autre. Eh oui. Ah ouais. Je sais pas. Bon, notre intuition quand même, Ouais, moi, je première. trouve ça, ouais. On va voter contre. Je pense qu'on trace ça, mais, On va tous voter contre. Alors Alors Ben, mon mot, c'était culotte. Ah ben voilà. Ah, nous, c'est tampon. Nous aussi, enfin moi aussi. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, tampon. Ah, c'était culotte quand même. Ah oui, tout cheval. C'est pour ça, ouais. Je te dis un mot qui s'est complètement pas blague, mais bon, c'est pas grave. Femme, elle n'était pas d'ici. Ah non, mais pas. les barres C'était N'importe très quoi. proche, Oui, non, quoi. non, mais incroyable. Le hasard a fait que j'ai créé de la confusion. Mais oui. Oui. Et je sais pas pourquoi je suis sorti sur le moment. Ah, elle est pas mal. Bon, bah, maintenant vous avez compris le principe. Oui. Ouais. Maintenant, Ça doit on être va ça. faire une nouvelle manche. Ah. Hop. J'ai récupéré les premières cartes, comme ça sera fait. Ok, Undercover. Voilà, c'est ça. Ça doit être sympa de jouer à ça
Drogué. Non. Le but C'est une n'est invitation, pas... c'est une invitation à l'usage. Qu'est-ce que c'est la ville? Tenez-vous. Ok. Ah oui, il faut donner un nom. Ok. C'est bon? Attends, ils ont envie de commencer, je sens. Allez-y, allez-y. La team. Ah ouais. Allez-y. Gourde. Mhm. Boisson. Fontaine. Belgique. Ça fait encore toi, dis donc. Hmm. Deuxième tour. Ah bah voilà. Mer. Soif. Vital. Blonde. Ah ouais. Bon, on a compris. Je pense qu'on a compris quel mot t'avais. C'était pour qui du coup? On vote pour toi. On va Non, pour on toi. a- Vous voulez un bon sur moi? Bière. Bah ouais. Et nous, on avait. On avait O. Ah bah oui. Ça s'est vite rapidos. C'est tout pour moi. Hein. Ouais. Ah voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié le jeu. On a découvert, On on n'a connaissait vraiment pas. pas fait exprès que ce soit la même personne. Désolée. C'est pas grave. Bon. Donc avant de passer aux questions et anecdotes que les viewers ont pu nous poser, on aimerait faire une petite interview par rapport au centre de santé sexuelle. C'est ça. Donc si ça vous va, Bien sûr. le présenter et Donc nous on est un centre de santé sexuelle, donc voilà on va alors recevoir, alors on a des personnes de tous âges, hein, il y a pas, on croit souvent que c'est que les mineurs, que c'est que les jeunes. Alors oui on reçoit beaucoup de jeunes, c'est pas que les jeunes, hein, c'est de tout âge, c'est gratuit, c'est confidentiel, on peut venir sans les parents. Pour toutes les thématiques autour de la vie affective et sexuelle. Donc ça peut être juste pour venir parler de sa relation amoureuse, de ses relations sexuelles, si on veut prendre une contraception, si on a peur d'être enceinte, pour faire un test de grossesse, on a envie de faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles, on se pose des questions sur son genre, sur ses attirances pour l'un ou l'autre des sexes. Enfin voilà, tout ce genre de thématiques-là, on peut venir en parler chez nous. Alors moi, je ne travaille pas toute seule, effectivement, hein, je fais partie d'une équipe. Je travaille avec 2 sages-femmes, une secrétaire et une conseillère conjugale et familiale. Et donc moi, je suis le médecin du centre. On peut venir seul ou à plusieurs, hein, si on est plus à l'aise de venir avec un copain, une copine, en groupe, c'est pareil, hein, faut vraiment pas hésiter. Toutes nos consultations sont gratuites et on peut délivrer sur place la contraception jusqu'à 21 ans gratuitement et dans la confidentialité, notamment par rapport aux parents. Pour tous ceux et celles aussi qui n'ont pas de couverture sociale, on peut les recevoir également gratuitement et leur délivrer sur place la contraception ou la contraception d'urgence. Voilà, on intervient alors pareil que mes collègues dans le côté aller vers, on essaye aussi d'aller vers justement en faisant des actions dans les établissements scolaires, collèges ou lycées ou vers d'autres publics, notamment les demandeurs d'asile, les migrants, enfin les gens plus en précarité. Donc voilà, on est amené aussi à intervenir sur des forums, parce que je crois qu'on faisait partie aussi justement du forum qui a eu lieu sur votre école. Voilà, donc tout ce genre de thématiques. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup de nous l'avoir introduit. Quelque chose, pareil, qui peut être un peu important pour les étudiants. Est-ce que y a des coûts financiers en allant au... Pas du tout. Pas du tout. Hein, chez nous, tout est gratuit. Donc ça c'est important effectivement de le dire, hein, qu'on soit reçu en consultation, la consultation on vous demandera jamais de payer à la fin de la consultation et voilà, on peut aussi délivrer des contraceptions. On a nous des plaquettes de pilules, des implants, des stérilets qu'on peut aussi délivrer gratuitement, des contraceptions d'urgence, hein, ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Voilà, tout ça on peut venir le chercher gratuitement et des préservatifs aussi, important. Voilà, préservatifs gratuits également.
Et dépistage, du coup, gratuit. Et dépistage, oui, également. Merci. Et ce qui est plutôt important parce que... Tout ce qui est, en fait, voilà, tout ce qui est autour de la contraception, du dépistage, tout va être gratuit. C'est-à-dire qu'on peut... Alors, nous, on ne fait pas les dépistages sur place, mais on peut faire des ordonnances pour aller au laboratoire se faire dépister de manière anonyme et gratuite. Et tous les examens aussi par rapport à une contraception, si on a besoin de faire une prise de sang quand on prend une pilule, pareil, ça peut être complètement pris en charge et gratuit. D'accord. Donc ça, c'est important. Oui, oui parce que surtout, notamment auprès des contraceptions, alors pas forcément à pilule, parce que maintenant, avec une loi, certaines, pas toutes, sont passées gratuites, mais il y a tout ce qui est implant stérilet, à savoir qu'on peut avoir ça gratuitement. Ouais. c'est pas mal pour des étudiants. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter là-dessus, on va passer aux questions et anecdotes qu'on a eues. Peut-être qu'il y a d'autres choses après qui vont venir. Ouais. Et donc par rapport aux questions et anecdotes qu'on a, bien entendu, tout le monde peut répondre à ça si jamais vous avez d'autres choses à rajouter. La première question qu'on a, c'est comment accompagner une amie qui a des problèmes de santé et dans santé plutôt des problèmes d'addiction. Comment vous l'aiderez, vous, à l'accompagner si vous avez... Enfin, l'étudiante a une amie qui, malheureusement, je sais pas, souffre d'une certaine addiction. Qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Ouais, je dirais d'être à l'écoute, c'est la base, d'être bienveillant. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, c'est contre la volonté de la personne. On a tous envie d'être bien, d'être heureux, d'être équilibré. Et quand on fait usage de psychotropes et que ça nous fait du mal et qu'on s'enferme un peu dans ces usages-là, sûrement que c'est qu'on va pas bien, c'est pas... On n'a pas envie de se faire du mal, donc là c'est l'idée d'être bienveillant, d'accueillir un peu la parole, et puis potentiellement de parler encore une fois là pour le coup de notre service, et puis de dire voilà, il y a des gens qui sont professionnels, qui sont formés aussi pour t'informer, pour t'aider, t'accompagner, et tu peux avoir de l'aide. Parce que voilà, c'est quelque chose où on peut rapidement s'isoler, se replier sur soi. Hein. Je parlais du sentiment de honte et de culpabilité que ressentent les personnes. Donc l'idée c'est de sortir de ça, donc de ne pas surajouter au côté honte et culpabilité, parce que je pense, je sais pas, un exemple un peu caricatural, mais dans une famille, quelqu'un qui va avoir un trouble de l'usage à l'alcool, qui va être alcoolodépendant, souvent les proches ils sont très impactés, évidemment, les enfants, le conjoint ou la conjointe, et peut-être une des premières choses c'est des fois intuitivement comme ça on dit si tu nous aimes, arrête de consommer. Pourquoi tu fais ça? C'est que tu nous aimes pas. En fait, c'est pas du tout ça la question. Hein. Évidemment que la personne, voilà, encore une fois, elle a très honte et elle se sent très coupable de ça. Donc, de surajouter à ce sentiment-là, c'est douloureux. Donc voilà, l'idée d'être bienveillant, d'être à l'écoute et puis d'orienter vers nos services. De dire de tendre la main en tout cas, de dire qu'il y a des gens qui peuvent être là pour aider. Après, je pense qu'il y a deux cas de figure différents. Il y a je considère que mon ami a un problème, ou mon ami considère qu'elle a un problème, enfin qu'elle ou il a un problème. Qui sont deux situations qui sont un peu différentes. Si la personne exprime qu'elle a un problème, effectivement, va avoir une présence, une écoute qui va être plus active. Mais si c'est moi qui considère que l'autre a un problème, auquel cas, c'est un peu plus. Parfois, ça peut être un peu tendancieux de venir poser le sujet, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire ça, par exemple, en pleine soirée avec du monde autour, d'aller la confronter sur ce genre de choses. C'est plutôt des choses à faire dans l'intimité, au calme, et être ouvert à ce que la personne dise mais non, tout va bien. Et auquel cas, c'est dans le long terme qu'il faudra rester disponible pour se dire il y a un moment donné où je pense qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un moment donné où cette personne le pensera aussi, et il faudra que je sois là à ce moment-là. Et encore une fois, je reviens sur que ça passe, ça peut être aussi... ça peut être soi-même qui allons avoir besoin d'aller au XAPA pour dire voilà, moi je me sens mal, j'ai du mal à vivre le fait que X ou Y personne dans mon entourage, je pense qu'elle a un problème. De pas te faire forcing, de pas... Puis des fois on projette sur l'autre des choses, donc on a envie d'être aidant coûte que coûte, alors que peut-être la personne elle est pas spécialement dans une grande difficulté, c'est juste. Puis il y a des fois, et je pense surtout quand on parle à des jeunes étudiants, il y a des périodes de la vie qui sont plus propices à certains comportements qu'après, que le temps va aussi calmer. Si on prend l'exemple de l'alcool par exemple, c'est assez habituel de voir des jeunes étudiants qui
quittent juste le contexte familial, qui partent de chez papa-maman, qui se retrouvent confrontés à la réalité, un peu comme des jeunes chiens fous qui découvrent toute la vie et qui vont aller plus loin dans certains comportements que ce que la deuxième ou troisième année ça va être, et qui vont plus sortir, plus boire, faire des expériences, et où effectivement si tu prends un instantané de ce moment-là, de ces quelques mois, ça peut paraître être un comportement qui est problématique, mais finalement il va y avoir le job d'été qui va arriver par derrière, moins de soirées, moins de ceci, finalement les études, bon la première année ça a été compliqué parce que j'ai trop fait la fête, il faut que je me calme un peu parce qu'il faut quand même que je remette la barre sur un certain niveau scolaire, et qui fait que les choses se rééquilibrent après. Il faut aussi laisser comment dire, la personne a droit aussi, enfin chacun a droit d'avoir une attitude un peu différente et d'avoir des comportements qui, même si des fois de manière un peu jugeante ou stéréotypée, on va penser que... Ok. Alors moi j'aurais envie de dire, si c'est une étudiante de l'école, qu'elle vienne me voir seule, et qu'on puisse parler de ce qu'elle ressent de son amie, et de comment on peut, qu'on différencie bien sa peur à elle et peut-être la réalité qui n'est pas forcément celle qu'elle croit. Et donc qu'elle vienne dans mon bureau. Donc c'est confidentiel, bien entendu. Et parfois comme ça, ou même quand il y a d'autres... quand des étudiants sont témoins d'amis qui vont pas très bien, ils savent pas comment venir aider. Moi, je les encourage à venir dans mon bureau, et ensemble, on peut aussi élaborer des stratégies de comment faire dans un premier temps. Et c'est important de venir parler de ses amis qui vont pas bien. Voilà, donc je l'invite à venir me rencontrer. Ok. Vous voulez ajouter autre chose ou... Je pense que mes collègues ont bien répondu. Ok. Pas de souci. Alors, on va parler d'un tout autre sujet. Est-ce que, selon vous, et peut-être selon les expériences aussi que vous avez pu voir avec les étudiants ou d'autres âges, la contraception pour les hommes est-elle vraiment entendue par eux ? Contraception, on entend pas que préservatif. Est-ce qu'ils conçoivent qu'il y a d'autres choses et qu'ils peuvent prendre en responsabilité la charge Il y a une demande. Alors, la contraception vue par les hommes est quand même, ça commence à plus les intéresser, on va dire. Ça reste quand même principalement une affaire de filles, on est bien d'accord. Mais quand même, et même chez les jeunes, il y en a qu'on reçoit en consultation qui accompagnent leurs copines, qui sont très concernées par la question de la contraception, et c'est plutôt bien. Après, je pense qu'effectivement, ça pourrait être beaucoup plus développé. Et je pense que même dans les actions qu'on peut faire de prévention envers les jeunes, malgré tout, le discours reste très centré sur la contraception quand c'est à des filles. Peut-être beaucoup moins... On va parler de plein d'autres choses avec les garçons qui sont aussi essentielles et très importantes, mais on parle peut-être moins de tous ces moyens de contraception qui existent et de l'enjeu que ça peut avoir aussi pour eux, parce que ils ont quand même la responsabilité... de leurs actes, et un rapport non protégé, n'importe quel rapport non protégé peut aboutir à une grossesse. Et après, il y a la contraception vraiment dite masculine aussi, qui arrive un petit peu timidement sur le marché. Il n'y a pas encore, c'est pas encore des méthodes parfaites, et surtout, c'est pas du tout pris en charge. Le slip chauffant ne marche pas ? Alors, mais c'est pas que ça marche pas, c'est que dans les études, ça marche. Ouais. Mais ça reste quand même... c'est pas, je dirais que c'est pas d'une... efficacité. Non, c'est pas ça, c'est que c'est quand même contraignant aussi au quotidien. Alors, il faut se procurer le slip ou se le faire faire. Alors, il y a plein de tutos, de machins qui existent pour coudre soi-même son slip. Et les groupes d'hommes qui cousent ensemble. Ouais, donc, mais après, ça reste quelque chose qu'il faut porter au moins 15 heures par jour pour que ça marche. Et puis, il faut quand même faire des spermogrammes tous les 3 mois. Bon, ça reste... Bon, après, la contraception pour les filles, ça peut être contraignant aussi, donc chacun voit son niveau de contrainte, Mais et puis c'est pas encore... Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Enfin, vous voyez, c'est encore beaucoup... Enfin, c'est très artisanal encore. Donc, et ça fait 30 ans qu'ils en parlent,
Ah, ça fait longtemps qu'ils en Ça parlent. fait très longtemps. Ah, bah oui, il y a une association qui s'appelle Ardecom, qui a un site internet d'ailleurs où tout est très bien expliqué. Cette association, elle existe depuis, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais depuis les années 70. Ouais, ça, ouais. Donc déjà à l'époque, voilà, dans les années 70, les hommes étaient concernés par cette question, ils ont voulu faire avancer les choses. Bon, bah voilà, hein, ça prend du temps. Et le slip ne chauffe pas, quoi. Ça aussi, Oui. c'est important de le dire, parce que ça peut être assez effrayant d'avoir une... Voilà, c'est vrai que ça une porte petite, très mal son nom. Donc en un fait, petit chauffage à ce le niveau-là. terme officiel, c'est contraception thermique. En fait, l'idée, c'est de réchauffer la température des testicules, mais c'est pas avec un slip chauffant. On va juste remonter les testicules dans le canal inguinal, et du coup, il va se trouver à 37 degrés, comme la température du corps, et non pas à 34 degrés quand ils sont en position dans les bourses. Voilà. Mais l'hiver, quand il fait froid comme ça aurait pu être un argument un peu vendeur, hein, que ça chauffe pas. Ah oui, mais non, ça ne Non, chauffe pas. ça ne chauffe pas. Désolée. On va peut-être se mettre sur un nouveau projet, Ouais. une nouvelle forme de slip. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la contraception, en fait. C'est comment t'as chaud l'hiver. On verra avec Smoon. Peut-être que... Ah bah voilà, ils vont monter. Voilà, mais il faut que les hommes se saisissent de ces questions-là de contraception, c'est important. Hein. Ça concerne aussi bien les filles que les garçons, effectivement. Et tous les outils de réduction des risques, là c'est sur la contraception en particulier, mais les outils de réduction des risques de transmission d'IST, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une méconnaissance d'une manière générale de quels outils existent, quelles sont les particularités de chacun des outils et comment je vais pouvoir l'approprier et utiliser X ou Y outils en fonction de mes besoins, de mes envies, de mes pratiques. Et des différents moments, il y a besoin de mieux se connaître là-dessus. Et soit dit en passant, on a tous Internet sur notre téléphone, on peut arriver à trouver des informations si on cherche. On peut aussi venir à l'infirmerie chercher ce genre d'informations. Voilà, je peux vous recevoir quand vous voulez. Tu vas être booké demain matin, tu vas avoir un Bretagne dans la porte. Pas comprendre. Bah, du coup, un peu dans le même sujet, on a une autre question alors, on ne sait pas si c'est une fille ou un homme, mais qui demande quelle est la meilleure contraception. Donc, est-ce que alors, pour vous, il y en a une meilleure? Moi, je vais reprendre une petite phrase qui était sortie par Santé publique France ou quelque chose comme ça, qui était très bien. C'est la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Il y a autant de contraception possibles que de personnes, que d'envie. Alors, bien sûr, oui, des fois, il y a des contre-indications médicales. Donc, il faut tenir compte de ces contre-indications. Oh, je vais pas y arriver. Merci, indication-là. Mais au-delà de ça, quand on a le choix parmi plusieurs contraceptions, il faut aussi qu'elle nous convienne à nous, la contraception. Que ce soit homme ou femme. Voilà. Il y en a qui vont préférer avoir un implant dans le bras et être tranquille pendant 3 ans, penser à rien. Il y en a qui vont préférer prendre une pilule tous les jours, même si c'est contraignant de la prendre tous les jours à la même heure. En termes d'efficacité, parce que c'est ça aussi qui peut influencer le choix, les méthodes qu'on dit à longue durée d'action sont les plus efficaces, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin et l'implant, parce que c'est des méthodes, on les met en place et pendant plusieurs années, ça fonctionne tout seul, on n'a rien besoin de faire. Et donc en termes d'efficacité, c'est là où on est le meilleur. Mais après, une pilule prise correctement, un patch, un anneau vaginal, enfin tout ça, ça peut aussi fonctionner très très bien et être toléré très très bien. Et donc voilà, ça dépend vraiment de ce que nous on a envie. Donc faut pas hésiter à se renseigner. On peut avoir des peurs aussi. Il y a beaucoup de peurs et de croyances qui tournent autour des hormones en ce moment. Il y a de plus en plus de méfiance vis-à-vis des hormones. Voilà, les hormones, c'est pas forcément nocif. Hein. Il faut aussi recadrer un petit peu les choses. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, pareil, alors je vais faire comme Maryse, mais il ne faut pas hésiter à venir nous voir si vous avez des questions, si vous avez des craintes concernant la contraception. Venez qu'on en discute, on vous montre à quoi ça ressemble les moyens de contraception, on répond à vos questions et s'il y a des peurs, on peut aussi essayer de voir ça ensemble. Et il existe des moyens de contraception non hormonaux. Non hormonaux, oui, bien pour sûr. celles qui sont... Voilà, pour celles effectivement qui n'en veulent vraiment pas. Il y a des alternatives non hormonales, bien sûr. Et une autre chose aussi, je pense, parlez-en entre vous aussi.
Parce que des fois, on se rend compte en ayant une discussion, nous en tout cas, quand on lance des sujets de discussion ou quand des sujets de discussion sortent dans les groupes en train de voilà, poser sur la plage ou n'importe où, des fois le sujet part, il y a une personne qui pose une question qui du coup seule est face à un manque d'information, mais en fait la copine à côté, elle a un autre bout d'information, elle commence à répondre, une autre qui dit ah mais oui mais il y a ceci, et en fait des fois on se rend compte que le groupe a les informations et que quand la discussion se fait entre potes, ensemble le groupe avance vers une information qui est plus nette, des expériences qui sont échangées et qui font que ensemble en fait l'expérience de ton pote et de ta pote va t'aider toi à te faire une idée et va participer de ta propre expérience, ce qui ne remet absolument pas du tout en cause le fait que n'empêche pas qu'il faille finalement potentiellement aller voir des professionnels, des gens qui vont avoir des informations plus carrées, plus nettes et tout, mais je pense commencer déjà à en discuter entre amis, c'est déjà souvent un gros premier pas. Je vais mettre un tout petit bémol sur ce que tu dis, mais plus sur les expériences des autres, méfiance. Sur la contraception, méfiance. On est tous différents, donc c'est pas parce que ma copine elle n'a pas toléré l'implant ou je ne sais quoi que moi ça va pas bien se passer. Parce que ça, on a beaucoup de ça. Ah ouais, moi l'implant ça m'intéressait, mais par contre ma soeur elle en a posé un, ça a été la catastrophe, donc du coup non. Ouais, d'accord. Oui, il y en a effectivement qui vont pas supporter telle ou telle contraception, et bah c'est pas pour ça que chez une autre personne ça va pas marcher quoi. Donc voilà, juste ce petit bémol là. C'est important de dire effectivement, on n'a pas tous le même corps et on tolère pas tous les mêmes choses. Voilà. Pour finir un peu avec tout ce qui est contraception, dans le chat on a eu une question par rapport à contraception masculine. Est-ce que se retirer avant l'éjaculation, ce serait pas un moyen ? Non. C'est une excellente question. Mais la réponse est non. Et alors là, il n'y a même pas d'hésitation. C'est non. Moi, ce que je dis, c'est que ma génération, on est tous nés grâce à la méthode du retrait. C'est-à-dire qu'il y avait les parents... il n'y avait pas d'autres moyens de contraception. Il n'y avait pas d'autres moyens de contraception, donc c'était un moyen très répandu. On est quand même assez nombreux à être nés dans ces années-là. Il y en a qui voulaient des enfants. Voilà, ça ne fonctionne pas. Définitivement, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est important. Parce que déjà, même avant l'éjaculation, il y a du liquide qui s'écoule de la verge. Et ce liquide-là peut déjà contenir des spermatozoïdes. Donc déjà, ça ne fonctionne pas. Et puis, malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile pour le garçon de tout contrôler. Donc, se retirer pile au moment, enfin, juste avant l'éjaculation, des fois, on n'y arrive pas, quoi. C'est pas grave, mais c'est pour toutes ces raisons que ça ne marche pas. Donc, on oublie. On oublie. Enfin, voilà, si on n'a pas envie d'avoir des enfants, on oublie. On prend autre chose. C'est trop 20e siècle. On va passer à un autre sujet. Alors, on a un peu les mêmes genres de questions. Comment réagir si un ami abuse de l'alcool ou de substances illicites, mais ça, je pense que ça peut en revenir avec les problèmes de santé. Vous contactez l'infirmière pour justement voir comment l'accompagner. On a des questions sur les règles. Est-ce que c'est normal d'avoir des règles douloureuses ? Il n'y a rien qui est normal. Pareil, c'est toujours pas... Alors, sur les douleurs de règles, oui, les règles, ça peut faire mal. C'est l'utérus qui se contracte pour éliminer la muqueuse qui est à l'intérieur, pour être un peu technique. C'est les contractions de l'utérus qui sont ressenties douloureuses. Donc c'est pour ça, voilà, il y a une explication à cette douleur. Après, il ne faut pas rester à avoir mal. Avoir mal pendant ces règles, ça ne sert à rien. Donc déjà, on peut essayer de prendre des médicaments. Une petite bouillotte chaude aussi, ça peut marcher très très bien. Et puis parfois, il faut quand même se méfier parce qu'effectivement, des règles très douloureuses, ça peut être le symptôme d'une pathologie sous-jacente. Je pense à l'endométriose, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Mais voilà, alors, toutes les règles douloureuses ne sont pas de l'endométriose, bien heureusement, mais n'empêche que ça existe. Donc si vraiment on a des règles qui sont très très douloureuses, à tel point qu'on ne peut pas sortir de chez soi, qu'on ne peut pas aller en cours, parce que tellement on est mal, il faut consulter. Il ne faut pas rester comme ça. Vous avez autre chose à ajouter ? C'est bon. Et pour le diagnostic d'endométriose, parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent avoir des endométrioses, c'est pas juste, il ne suffit pas de le penser, c'est une IRM qui fait Alors d'abord une échographie. Une échographie. Et en fonction, ensuite, après une IRM. Voilà.
Mais c'est un diagnostic qui peut être très compliqué, très difficile. Donc des fois, ça peut prendre du temps aussi. D'accord. Merci du coup pour ces précisions. Alors on a une question qui amène aussi à un sujet assez important, qui est un sujet qu'on n'a pas encore traité, qui est le sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est assez compliqué à en parler. Donc la personne nous dit, après une agression sexuelle ou un viol, on pense que les victimes vont avoir peur du sexe comme traumatisme, mais parfois, et même souvent, la victime s'hypersexualise sans le savoir en pensant s'approprier à nouveau son corps. Donc du coup, est-ce que vous pouvez parler de ce phénomène-là et est-ce que c'est un mécanisme qui est normal chez les victimes de viol ou d'agression sexuelle? alors, c'est quelque chose d'extrêmement violent qui laisse des traces, effectivement. C'est quelque chose dont il faut s'occuper, il faut consulter des spécialistes, parce que ça donne des psychotraumas assez importants qui ne disparaissent pas par magie. On aimerait que ça disparaisse par magie, mais malheureusement non. Après, sur le rapport à la sexualité après un viol, ça peut être très différent. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont clivées, c'est-à-dire qu'elles ont vécu ça et c'est de côté. Donc c'est quelque chose qu'elles ont mis de côté et du coup leur activité sexuelle, ça n'interfère à peine ou ça peut intervenir sur une hypersexualité, ce qui est dit là, ou pas de sexualité. Mais chacun fait comme il peut avec cette problématique. En tous les cas, je pense qu'il ne faut pas rester avec des problématiques sexuelles comme ça, importantes ou hyper, où on est un peu débordé, on ne sait plus trop comment gérer le truc, ou au contraire, on n'approche plus personne parce qu'on est terrifié. Il faut s'en occuper. Réellement, c'est important de s'en occuper. Ok. Donc, sur à peu près le même sujet, et pour clôturer donc, ces questions, on a une question qui est comment réagir en cas d'agression en soirée. Donc je pense que la question peut se diviser en deux, agresser soi-même et si on voit quelqu'un se faire agresser, que ce soit un ami ou quelqu'un même qu'on connaissait pas. Comment réagir au mieux? C'est vrai que c'est une question qui revient fréquemment dans les échanges avec les jeunes lors des soirées, notamment là ces quelques années, beaucoup de cas de violence en milieu festif. Alors, surtout autour du GHB, un ami du GHB, de la drogue dans mon verre, j'ai perdu connaissance, j'ai l'impression que je me suis fait agresser. Alors, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, il faut écouter, de manière protéger la victime, l'écouter, la rassurer. Je pense avant tout, c'est ça. Et puis engager assez rapidement, même si c'est compliqué, un lien avec le commissariat, porter plainte. Voilà, maintenant, les policiers, en général, sont formés quand même à ces questions-là de plus en plus. Il y a des intervenants sociaux au commissariat de La Rochelle, par exemple. Et des parcours particuliers, pour les agressions sexistes, sexuelles, il y a des parcours particuliers qui sont mis en place dans le commissariat pendant toute la procédure de dépôt de plainte ou de... En tout cas, c'est important d'aller au bout de cette démarche et puis ensuite, il y a un accompagnement qui est effectué. Et c'est vrai que, voilà, comme tu dis, c'est un traumatisme. Besoin vraiment de se faire accompagner par un professionnel de santé. Après, porter plainte, il faut faire attention quand même, parce que ça peut être aussi une injonction à quelqu'un qui vient se faire agresser ou violer, de dire « faut que tu portes plainte, faut que tu portes plainte ». La personne a vraiment déjà vécu quelque chose de très puissant et de très destructeur, et ça peut être mal vécu, cette pression de l'entourage pour porter plainte. Elle a le temps de porter plainte. Ce n'est pas l'urgence absolue. Ce qui est urgent, c'est d'aller plutôt aux urgences. Voir un médecin, aller aux urgences. Pour que soient faits des certificats, pour que soient faits des prélèvements, que soit fait aussi, par exemple, que soit administrée une contraception d'urgence, que soit fait, qu'il y ait aussi un traitement post-exposition un traitement post-exposition au VIH. Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est ce qu'il faut faire tout de suite après. Mais porter plainte, c'est une épreuve d'aller déjà aller raconter la chose à la police.
et on n'est pas toujours prêt juste après. Donc, moi, je dirais, on évoque le porter plainte, on accompagne. Oui, dire que c'est quand la personne est prête. Mais elle a le temps, hein, c'est 10, 30 ans. Et en plus, il faut gérer psychologiquement la réaction du truc. L'importance, parce que souvent, la plainte va pas forcément déboucher sur une enquête, identifier la personne qui est coupable et une punition de la personne qui est coupable. Et des fois, se lancer dans ce processus-là, c'est risquer de continuer à vivre le trauma pendant plus longtemps. Donc, encore une fois, comme on disait plus tôt, il faut effectivement être à l'écoute de la personne et la laisser faire à son rythme. Mais consulter à l'hôpital ou chez un médecin traitant, et après, ça c'est important. Ça, c'est pour ce qui se passe. Après si la question c'était comment, là je suis en boîte, sur la piste de danse, je suis en train de voir un mec qui est en train d'agresser une nana, que ce soit une agression sexuelle, sexiste, ou que ce soit juste une violence au sens large du terme, de toute façon, je pense que ce qui est important, c'est d'agir. Et si soi-même, on ne se sent pas en capacité d'agir à ce moment-là, parce que ça peut évoquer pour soi-même aussi des traumas et être difficile d'être celui ou celle qui va agir, en général, il y a des amis qui sont avec soi et de dire genre, là, il se passe quelque chose, je ne sais pas comment faire. Des fois, le groupe peut aider, des fois... je pense que sortir une réaction, c'est compliqué de donner une réaction, mais le fait d'essayer d'agir, le fait d'essayer de faire quelque chose, que c'est déjà quelque chose qui est important. Des fois, juste de dire « Ah bah tiens, salut », même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Diversion. On peut aussi interpeller les agents de sécurité, de la boîte de nuit, hein, parce qu'on peut aussi s'exposer à d'autres types de violences en y allant. Donc il y a quand même des sécurités dans les boîtes de nuit, c'est aussi... Oui, c'est ce qui peut faire justement, on ne veut pas interagir directement, on a peur des représailles en fait. On n'a pas envie qu'il arrive un truc. Non, mais dans l'ICIE maintenant des agressions, il faut protéger, interpeller un tiers. Et puis je pensais là aussi l'IFF aussi, un service qui est accessible à tous et qui est gratuit sur La Rochelle pour les faits de violence sexuelle. Voilà, c'est un service où il y a des juristes, où il y a des psychologues, ils sont formés, spécialisés. C'est vraiment aussi évidemment confidentiel. Voilà, parce qu'il y a l'ICIE maintenant de l'agression, puis il y a à distance de ce qu'on a vécu, hein, il y a la mémoire traumatique, des fois on se rappelle que plusieurs années après en fait de ce qu'on a vécu. Donc ça, le CDIFF, c'est un centre d'information pour justement quand on a vécu des choses comme ça. Ouais. C'est important de se faire accompagner aussi suite à ça. Alors comme disait Maryse, effectivement l'urgence c'est vraiment d'aller aux urgences, de voir un médecin, de pouvoir faire des prélèvements, de pouvoir de prendre un traitement post-exposition, ça, mais il y a effectivement le poste et tout le travail d'accompagnement sur le plan psychologique aussi qui est très important parce que c'est vraiment un traumatisme qui marque énormément, quoi. Et chacun réagira vraiment très différemment. Alors il y a une dynamique en ce moment autour de tous ces sujets-là. Les bars et les établissements de nuit de La Rochelle commencent à être formés à l'accueil, à l'écoute des victimes de violences. Donc on y vient, voilà, il y a des dispositifs comme Angela, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où c'est un mot clé où quand tu es témoin ou quand tu es victime, tu peux aller te réfugier dans un établissement et du coup il y a une prise en charge derrière. Tu demandes le cocktail Angela au bar et la personne comprend que c'est un cocktail qui n'existe pas et comprend qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut prendre en charge la personne. Donc la structure est identifiée. Il y a un système aussi avec des stickers qui ont été mis avec un QR code qui ouvre une discussion par message avec des policiers ou des gendarmes justement sur les thématiques de violences sexistes et sexuelles, à la fois si on a été témoin ou si on a été victime. On va pouvoir discuter avec quelqu'un qui est formé spécifiquement sur ces problématiques. Et effectivement, et notamment le CDFF qui organise ce genre de choses, il y a aussi des établissements qui suivent des formations sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif pour prendre conscience des réalités, prendre conscience commencer à se poser la question de comment on peut réagir. C'est effectivement des questions qui sont... Il y a plein de solutions et c'est des questions qui sont encore très ouvertes. Et il y a de plus en plus de professions qui sont formées justement à l'écoute, à recevoir ce genre d'informations. Je pense aux pharmacies, je pense aux ostéopathes, je me demande s'il n'y a pas les kinés aussi qui sont dans le dispositif. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qui bougent et ils essayent de former de plus en plus de professionnels pour au moins pouvoir accueillir cette parole-là et pouvoir orienter secondairement les personnes. D'accord.
Bon, bah, merci à tous pour vos réponses. Du coup, ce live est fini. Est-ce que vous pouvez juste chacun dire où est-ce qu'on peut vous retrouver d'un point de vue géographique? D'un point de vue géographique, c'est important. Parce que c'est surtout là où on peut vous retrouver chacun. Nous, le centre de santé sexuelle, il est situé au 49 avenue Aristide Briand sur La Rochelle. Vous trouverez aussi nos coordonnées sur Internet. Vous pouvez, alors, les consultations sont normalement sur rendez-vous, mais s'il y a besoin, vous passez, il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et pour vous écouter. Pour le service du XAPA du Tremplin 17 à La Rochelle, j'ai dit c'est près des urgences, c'est 13 rue Franc-Lapeyre. Et puis on a un site internet www.tremplin17.fr et là est référencé tous les centres de soins, les adresses, numéros de téléphone. N'hésitez pas à appeler évidemment. Et il y a un secrétariat dans tous les centres de soins du département. D'accord. Alors, moi, vous me trouvez à Excelia. Donc, mon bureau, il est dans une allée qui est entre le Student Life et le kiosque. Je suis là pas tous les jours, mais il y a mes horaires sur ma porte et vous êtes les bienvenus, quel que soit le problème de santé. Et quand je dis santé, c'est dans une vision très très large de ce qui est la santé. Et nous, l'équipe Veille sur tes amis, vous pouvez retrouver l'équipe en ville le soir, donc un soir par semaine, le jeudi soir, et lors des événements festifs Rochelais, donc festival, à la Sirène, voilà, on est... La semaine prochaine. Et on sera à la Sirène la semaine prochaine d'ailleurs pour l'accueil des étudiants. Et l'accueil des étudiants, on vous attend, hein. On vous attend, il y a les billets à chercher à la maison d'étudiants, à Excelia aussi, et on vous attend nombreux pour faire la fête. Sinon, le service santé publique se situe 1 rue Nicolas Venette. Donc voilà, s'il y en a qui sont motivés pour porter des actions de santé, organiser des événements autour de la santé, de la prévention, de la réduction des risques, allez-y, prenez contact avec nous et puis on peut peut-être porter des choses ensemble. Ok, super. Si, peut-être, petite info, on a un compte Instagram qui s'appelle Jeunesse La Rochelle où on essaye de faire passer quelques infos santé, des infos de job, des petits bons plans au niveau du logement aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà. Vous pouvez nous contacter là-dessus aussi. Et là-dessus, par DM, sans problème. Ok, super. Du coup, merci à vous d'être venus et d'avoir pu témoigner de vos associations et de tout ce que vous faisiez et aussi d'avoir répondu à nos questions. Et si jamais toutes les informations ont été passées rapidement, on peut retrouver toutes les informations sur My Intranet dans la rubrique santé. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est le radio. Merci.